tolobi tolingi yawe toyinikikela muna ye bana Afrika avenir ewapie bana mboka esengi toyokana. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes encore déplacés pour rencontrer Monsieur le Président Frédéric Boyenga Bofala, qui est président de l'UNIR, mais ici on ne l'est pas en tant qu'intellectuel, parce que l'homme a fait de bonnes études, l'homme a beaucoup publié, ceux qui le connaissent bien savent ses publications. Donc quand il parle, ce n'est pas comme une femme de ménage, il ne parle pas en l'air, donc sur base des écrits. Avec lui, on va voir un peu d'abord ce qui se passe en Afrique. Il y a tant de réformes constitutionnelles, il y en a ceux qui ont déjà passé, ce qui se passe, ce qui va se passer prochainement. Et la deuxième période, partie, on parlera de contestation, surtout quand la Cour constitutionnelle dit la loi, donc donne son décret. Et il y a les politiques qui contestent et aussi certains juristes. Donc on verra cette question sur base politique, mais aussi juridique. L'homme, c'est un juriste de formation, mais là aussi une casquette d'un politique. Bonsoir Frédéric. Monsieur le Président, vous avez des casquettes scientifiques d'un côté, de l'autre côté politique. Vous êtes dans l'action, dans la réflexion. Donc on voudrait savoir, actuellement il y a beaucoup de débats sur la réforme constitutionnelle. Il y en a qui ont déjà eu lieu, d'autres pas encore. Il y en a qui seront dans les prochains jours. D'abord, en tant que juriste, quelle est votre analyse? Merci, M. Kaboyi. La question des réformes constitutionnelles en Afrique, il faut les classer d'abord dans un contexte historique. Au sortir de l'indépendance des États africains, on a eu des constitutions qui ont été plus ou moins imposées selon qu'on était colonisé par telle ou telle puissance. Les constitutions des années 60 ont reflété, si vous voulez, un peu les liens filiales que l'Afrique avait avec ses métropoles. Ces constitutions-là, c'est vrai, c'était des constitutions qui mettaient en avant un homme qui incarnait la nation, un homme qui incarnait les pouvoirs. Et bon, ça tombait à ce qu'on qualifiait des dictatures. Mais il me semble que ces pouvoirs forts à l'époque avaient son explication. À partir des années 90, surtout après ce qu'on appelle les discours de la Baule en France, où ces discours de la Baule, qui est une conséquence, si on veut bien, des systèmes de bipolarisation qui a été mis en mal, l'Est n'étant plus un bloc monolithique sous la conduite de l'Union soviétique, et puis il y a l'autre partie qui les États-Unis incarnaient. Donc à ce moment-là, les pouvoirs africains, avec leur constitution, perdaient un peu, si vous voulez, leur esprit d'origine. Et il fallait maintenant libérer les esprits, libérer les pensées. Les discours de la Baule invitaient les dirigeants africains de l'époque à ouvrir la politique, à ouvrir la sphère politique pour qu'il y ait participation, pour que nous ayons un peu, si vous voulez, une démocratie participative. Ces années-là, vous avez constaté en Afrique qu'il y a eu des conférences souveraines un peu partout. Les conférences souveraines, vous connaissez les échecs, c'est-à-dire beaucoup de pays ont adopté des constitutions, mais si ça n'a pas abouti à l'époque, il faut relever des choses. Il y a les textes constitutionnels ou la Constitution, et il y a aussi les acteurs politiques, leur comportement. Vous savez, une Constitution peut ne pas être bonne ou mauvaise, tout dépend de la conduite de la classe politique. Je pense que les constitutions africaines, si vous voulez, dans l'ensemble aujourd'hui, ne sont pas des mauvaises constitutions si on avait la conscience politique dans son application, pour l'appliquer comme il fallait. Mais j'invite, si vous prenez certains États comme le mien, la RDC, en 2005 déjà, moi j'ai dénoncé, si
si vous voulez, j'ai constaté qu'il y avait certaines incongruités conceptuelles et rédactionnelles de la Constitution. C'était des copier-coller, si vous voulez. Une Constitution, M. Kaboyi, doit être l'œuvre du génie d'un peuple. Une Constitution ne s'improvise pas. On étudie son passé, bien sûr, nos passés coloniaux, et on étudie son présent et son avenir. Nous avons été des régimes, des dictatures. Après les années 80, nous avons essayé d'aller vers la libéralisation de la politique, donc ce qu'on appelle un peu le germe de la démocratie. Et malheureusement, on a constaté que ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Pas forcément à cause des textes. Ça, il faut le dire. Il y a les hommes politiques aussi, les acteurs. On peut toujours appliquer une constitution, même si elle est mauvaise, on peut l'appliquer. Mais bon, il y a des limites. Lorsqu'on voit certaines constitutions, bon, les régimes étaient quasiment hybrides. Souvent, à la tête, au sommet du pays, on avait affaire à une forme de querelle de diarchie, des fois un président, son ministre et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous réformons, c'est un bilan. C'est parce que beaucoup des États ont fait des bilans. Regardez un peu partout, la Centrafrique, ainsi de suite. Les constitutions n'ont pas été, si vous voulez, à la mesure, n'ont pas répondu à nos attentes, aux attentes primaires de nos peuples. Et ça, encore, si on les coiffait avec des pouvoirs forts, incarnés par un homme, ça posait problème. Donc aujourd'hui, c'est un bilan. Un bilan, on essaye de corriger ce qui n'a pas marché, ce qui a fait que dans chaque pays, après une élection, il y a toujours des conflits, des contestations. Bon, je pense que l'esprit des réformes actuelles, c'est peut-être pour remédier à cet état des choses. Bon, faut-il encore que nous ayons la volonté, la bonne volonté pour mettre en place des constitutions et que nous adaptons nos comportements des acteurs politiques à l'application de la Constitution. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez, je prends par exemple mon pays, la République démocratique du Congo, on a une constitution. Mais vous savez, c'est aujourd'hui que les peuples constatent les tares ou les défauts de cette constitution. Pourquoi? Parce que lorsqu'on propose les référendums à un texte, je pense que ce qui a manqué, c'est l'explication des textes d'abord. Est-ce qu'on a expliqué au peuple congolais la substance même de cette constitution? Ou on a seulement demandé son vote, son approbation, en ignorant les contenus du texte? Je pense que si, en RDC, il doit y avoir une petite conférence sur la réforme constitutionnelle, il faut intéresser la population sur ce que nous allons écrire pour son avenir. Ce n'est qu'après qu'on peut procéder au référendum, c'est-à-dire en âme et conscience, les peuples voteraient pour un texte qu'il a pris connaissance. Oui, monsieur le président Bofale, vous êtes ici en tant que juriste, c'est pour ça que je vous interroge. On se rend compte que la plupart des constitutions en Afrique, tout comme chez nous à Kinshasa, au lieu que ce soit une constitution pour organiser la société, les constitutions sont faites pour résoudre des crises. Quand les crises sont résolues, ça devient, je ne dirais pas un chiffon, ça devient source de complications et de contestations. Non, Quel est votre avis? Non, M. Kabouali. Toutes les constitutions du monde répondaient à des crises. La constitution de la Ve République en France a répondu, si vous voulez, à la faiblesse de la Quatrième République française. Aux États-Unis, pareil. On répond à une crise, mais pour préparer l'avenir. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, faut-il encore avoir des leaders éclairés, des acteurs éclairés pour la bonne application. Et pour cela, ça demande aussi qu'on associe à chaque pas le peuple dans l'application de cette constitution. Vous savez, les crises, on aura toujours des crises. Une constitution, on met en place une constitution, c'est vrai, souvent c'est pour répondre aux crises. Mais on va au-delà de la crise. Pour que les crises récurrentes ne se répètent plus, voilà les textes que nous proposons pour l'avenir de notre pays. Mais là, maintenant, la question qui se pose, c'est les comportements. Ce qui nous tue, ce n'est pas les textes. Même si les textes sont mauvais, on peut toujours adapter un texte. On peut toujours réformer un texte. Mais si on ne réforme pas nos comportements, la façon que l'homme politique, l'acteur politique doit se comporter, c'est-à-dire son engagement à ce pacte républicain qu'est la Constitution, on aura toujours des problèmes. Et pour cela, je pense qu'il faut, à chaque étape de l'élaboration d'une Constitution, avant un référendum
demandons au peuple de l'adopter ou pas. Il faut qu'on associe la population d'une manière ou d'une autre à cette rédaction. C'est-à-dire qu'il faut que les peuples comprennent. C'est quoi cette constitution? Vous remarquez au Congo, c'est aujourd'hui que la population congolaise constate que oui, l'article 70 et ainsi de suite pose problème. Mais c'est comme si on dit qu'il n'est censé ignorer la loi. Mais faut-il encore que la loi soit connue quand même avant? Les peuples, bon, je ne pense pas que les peuples congolais connaissaient la constitution. Que répondez-vous à ceux qui estiment que la révision constitutionnelle n'est pas opportune aujourd'hui? Pourquoi l'avoir fait alors que vous avez tout le temps de le faire? Bon, vous savez, M. Kabouy, je ne vais pas dans quatre chemins, par quatre chemins, pardon. Aujourd'hui, nous constatons effectivement nous sommes dans une société bloquée. La société congolaise est bloquée. J'ai évoqué l'impasse, vous le savez. Il y a eu ce que j'appelle le comportement des acteurs politiques. Si nous sommes arrivés là, bon, c'est parce que les comportements n'ont peut-être pas été dignes. Si on réforme aujourd'hui, les gens parlent de la réforme, mais les gens ne disent pas, on doit réformer quoi? Qu'est-ce qu'on réforme? Moi, je pense que vous savez, ma démarche, j'ai proposé des réformes parce que j'ai pensé que ces réformes répondaient aux attentes du peuple pour, si vous voulez, aller achever les processus démocratiques et électoraux au Congo. On ne fait pas les réformes pour un homme ou pour un groupe ou pour ceci. Mais c'est pour répondre à des véritables questions. Moi, je pense aujourd'hui, c'est vrai que, bon, il y a des problèmes. Vous me direz pourquoi on ne l'a pas fait avant. Oui, en 2011, je crois, 2010, il y a eu une réforme qui changeait les modes d'élection des 2 tours à 1 tour. Mais bon, c'était des réformes minimalistes que j'ai même dénoncées. Et qu'aujourd'hui, j'estime que si nous voulons avoir une démocratie pleine, bon, il y a des réformes que nous sommes obligés d'y revenir. Par exemple, sur l'élection à 2 tours, bon, ce sont des choses qu'il faut revenir. Là, vous prenez notre décentralisation actuelle, c'est une décentralisation conflictuelle qui risque d'amener les Congos dans le chaos. Je ne dis pas ça pour m'acharner sur telle ou telle personne. Je parle des réalités. Monsieur Kabouyi, l'actuelle décentralisation, je suis pour la décentralisation. Il faut faire attention. Parce qu'au Congo, on confond décentralisation et découpage territorial. Décentralisation, c'est un transfert des compétences du centre à la périphérie. Mais ce que nous avons fait, bon, nous l'avons vécu à l'époque avec le gouvernement Adoula, où on avait 22 provinces. Vous savez ce qui a amené le président Mobutu au pouvoir? C'est quoi? Ce sont des crises récurrentes dues au comportement des hommes politiques. Et aujourd'hui, nous devons faire attention. Les temps sont encore plus difficiles parce qu'il n'y a plus les deux camps. On a aujourd'hui un bloc unique et vous n'aurez pas aujourd'hui un parrain de l'Est ou de l'Ouest pour essayer de vous sauver. Donc il faut arriver à se mettre d'abord d'accord. C'est-à-dire quoi? Qu'on le veuille ou pas, nous sommes bloqués. Nous sommes dans l'impasse. Si vous me posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit qu'il faut réformer. À l'époque, je vous ai dit, monsieur, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est peut-être l'avenir de l'actuel président de la République et tous les restes. Il y a aussi beaucoup de choses. Les recensements des populations. Je n'ai jamais vu un pays où on n'a jamais recensé son peuple, où un peuple n'a pas une carte nationale d'identité. Je ne connais pas tout ça. Donc tout ça, ça demande des réformes. Ok, ce sont des problèmes nationaux, donc internes. Oui, internes, oui. Mais on les retrouve aussi partout, hein, partout au Congo. Partout. Je pense qu'en Côte d'Ivoire... Oui, on a trouvé tout ça. Oui. Mais je voudrais savoir, parce qu'en Côte d'Ivoire actuellement, on est en train... Ils vont aller au référendum. Oui. Il y a un débat sur la création de la vice-présidence de la République. Vous, en tant que juriste, homme de terrain, quel est votre avis sur ce débat? Sur la question, monsieur, je crois que vous avez une de mes publications où j'ai dit, en Afrique, l'effet présidentiel est inexcusable. On ne peut pas s'en passer du fait présidentiel. On a souvent des régimes hybrides. Vous prenez la RDC, bon, on a un président de la République avec un premier ministre qui cerne de paravent. Je pense qu'on doit maintenant avoir des véritables régimes, soit présidentiels, soit vraiment parlementaires, éviter les régimes hybrides. En Afrique, c'est un homme qui incarne le pouvoir, mais un homme doit l'incarner dans la démocratie, bien entendu. S'ils vont aujourd'hui mettre en place une vice-présidence, donc c'est un régime à tendance présidentielle qu'ils vont mettre en place, je pense qu'ils ont réfléchi par rapport à la donne nationale ivoirienne. Bon, je ne peux que les soutenir, mais bon, maintenant,
il faut aussi associer la population. On ne fait pas des réformes pour un homme, mais on fait les réformes pour l'avenir d'un pays, pour une patrie. Je pense que la vice-présidence, oui, moi je préfère plutôt un régime présidentiel clair, où les responsabilités de l'exécutif est là, claires et sans obscurité, bon, qu'avec des régimes hybrides, semi-parlementaires. Je voudrais avoir un peu, quels sont les avantages qu'on a avec les régimes présidentiels, oui, ou bien avec les régimes hybrides, quels sont aussi les avantages de côté? Non, ben, on ne peut pas dire les avantages ou désavantages. Vous savez, vous prenez les États-Unis, c'est vraiment un régime présidentiel. Bon, un régime présidentiel, avec, vous savez, déformer les présidents en minorité, hein, quand le président Obama aussi n'a pas la majorité, sinon au Congrès, son action aussi est limitée. Moi, je suis en train de penser au véritable régime présidentiel rationalisé, où on élirait un homme sur la base de son projet de société, de son programme politique, et les élections législatives au national doivent être faites en fonction de ça. C'est-à-dire, le président doit avoir il ne peut pas y avoir deux majorités, pour moi. La politique définie par le président de la République, l'élu de la nation, ça doit être cette politique-là qui doit s'appliquer dans l'ensemble du territoire. Il faut réfléchir à ça. Je pense que nous avons beaucoup de problèmes. Si vous prenez, bon, au Congo, mais faut-il encore définir cette politique? Un régime présidentiel, pour moi, c'est un régime clair. Le régime présidentiel ne veut pas dire, ce n'est pas l'absolutisme présidentiel, les gens confondent. C'est un régime de séparation stricte des pouvoirs. L'exécutif aux mains du président de la République, donc à l'exécutif, et le législatif aux mains du Parlement. Le régime est strict, sans problème. Bon, mais ça a aussi des inconvénients. Mais je pense qu'il y a la clarté. Il y a la clarté dans ces régimes-là. Bon, les régimes semi-présidentiels, bon, parce qu'il n'y a que la France qui a un tel régime un peu hybride, hein, sauf dans les cas de cohabitation. Mais l'Allemagne a un régime parlementaire et ça fonctionne avec sa majorité, avec ses majorités. Ça fonctionne. Ce n'est pas lié à leur culture? À leur culture, bien entendu. C'est pour cela que je vous avais dit tout à l'heure qu'une constitution doit être l'œuvre du génie d'un peuple. Ça doit répondre aux aspirations d'un peuple, en tenant compte de son histoire, de son présent et de son avenir, son vécu. On ne peut pas, comme ça, oui, faire soit un régime présidentiel en copiant les États-Unis. Non, si nous devons même faire un régime présidentiel au Congo, nous devons les faire en tenant compte de nos réalités. Mais ça doit être un régime présidentiel dans la démocratie. Ce n'est pas un régime personnel, autoritaire. Non, dans la démocratie. C'est pour cela que j'ai dit, je pense qu'il faudrait penser à un régime présidentiel vraiment rationalisé. Oui, je voudrais avoir notre réponse sur la question de Bénin. Le président béninois, l'actuel président qui est élu, au lieu de 2 mandats, il a demandé à ce qu'on réduise le mandat d'un président à un seul mandat au lieu de 2, de 5 ans. Quel est votre avis en tant que juriste? Non, ça c'est une question politique. Mais je vais vous dire, je vais choquer plus d'un. C'est vrai que le Bénin a son passé, il prépare son avenir, ils ont des raisons, mais à moins d'être magicien, monsieur, vous savez, 5 ans, vous ne construisez rien. Vous ne construisez rien. Il faut arrêter de dire au peuple les choses que vous n'appliquerez pas. Parce que je suis convaincu, à l'issue de 5 ans, le président élu se rendra compte qu'il n'a même pas fait la moitié du programme qu'il avait proposé au peuple et nous tombons encore dans les crises. Vous savez, moi, par exemple, pour mon pays, la RDC, je l'ai dit, je proposerai un septennat. Mais vous savez, avec un septennat, avec un programme, une politique claire et définie, vous savez les mettre en place. Moi, les États-Unis, est-ce que le président des États-Unis vraiment gouverne? Bon, il gouverne, je vais dire. Mais ce sont des États qui sont faits des siècles et des siècles. Vous savez, aux États-Unis, il y a une grande administration. On peut même ne pas avoir un président de la République. Le pays fonctionnera. Hein? Parce que 4 ans, bon, vous pensez que le président fait quoi? Dans des pays comme les nôtres, où tout est à reconstruire, il faut que nous soyons clairs, responsables. Je pense que même au Congo, un quinquennat me paraît insuffisant. Ce n'est pas... je serai démagogue, je dirais, oui, 4 ans, ça suffit. Non, à 4 ans, vous ne faites rien. Et à 5 ans, un seul mandat, vous ne faites rien, messieurs.
Nous avons de véritables problèmes qui demandent du temps. Mais du temps, il faut avoir un véritable projet de société que les gens, le peuple a adopté. Vous savez, si nous étions en démocratie, si nous avons des régimes démocratiques, même 7 ans où on sait que le peuple est vraiment souverain, mais si à 7 ans vous n'avez pas mis en place les programmes que vous avez proposés au peuple, si vous avez déçu, vous n'êtes plus reconduit. Si ce peuple-là est mature, si ce peuple-là a les pouvoirs qu'un peuple doit avoir dans une démocratie, mais on dira, vous avez eu 7 ans, vous n'avez pas été à la hauteur. Mais vous ne serez jamais réélu. N'ayons pas peur de ça. 5 ans, c'est trop peu. Ok, 5 ans, c'est trop peu, Monsieur le Président. Que pensez-vous des gens qui disent qu'il faut le respect des mandats? Aujourd'hui, c'est la chanson à travers toute l'Afrique. Comme dit tant de la conférence souveraine, on estimait qu'avec la conférence souveraine, l'Afrique allait s'en sortir. Aujourd'hui, le discours revient, respect des mandats. Est-il un piège ou pas? Respect des mandats, quel mandat? Mandat présidentiel? Présidentiel, bien entendu. Mais oui, mais il faut respecter les mandats. Oui, oui, les problèmes là. Pourquoi? Parce que ça pose problème? Je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui font des référendums qui changent les mandats. Bon, voilà. C'est pour cela que je vous dis, il faut faire attention. C'est vrai, nous avons constaté partout, bon, les gens modifient les mandats, soit pour des problèmes personnels, soit parce qu'on trouve qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Mais bon, malheureusement, en démocratie, si vous n'avez pas eu le temps de les faire, ça c'est votre problème, on vous sanctionne. Ce que vous voulez dire, vous savez, je ne rentre pas dans des conflits du style politicien, comme on dit dans notre pays. Il y a un problème aujourd'hui. Puis, si vous voyez au Congo, jusque-là, l'hôte de la présidence n'a même pas dit qu'il veut un 3e mandat, il me semble. Vous êtes en train de spéculer sur le silence d'un homme qui est dans son mandat. Où vous l'avez, lui, a dit qu'il fait un 3e mandat. Il a dit ça où? Nulle part. Vous êtes vous-même en train de spéculer. Oui, vous me direz, oui, mais pourquoi on a voulu modifier la Constitution, l'article 220, dans lequel, bon, c'est stipulé, les nombres et les mandats du président ne doivent pas faire l'objet des modifications. Oui, on peut commencer à poser des questions, mais pourquoi? Bon, ça, c'est quoi? C'était un travail au niveau du Parlement, hein? Lui-même, il me semble que même dans les adresses à la nation, bon, je n'ai pas entendu tel propos. Bon, mais si il s'avère qu'il y a ces questions-là qui se posent et que nous sommes dans un blocage aujourd'hui au Congo, vous savez, M. Kaboye, tout mon souci aujourd'hui, le Congo ne doit plus replonger dans les chaos. Parce que cette fois, on n'en sortira pas. Prenons le temps de discuter, mais discuter intelligiblement. C'est-à-dire discuter en responsable. Ne fouillons pas le problème, nous avons un problème. Les dénoncer, on l'a dénoncé, bien entendu. Tout le monde l'a dénoncé. C'est vrai, il y a un problème. Bon, parce que nous avons constaté qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On se met à table, on discute. Mais on discute pas pour adapter les choses en fonction des intérêts des uns ou des autres, mais en fonction de l'intérêt supérieur de notre nation. Je ne vais pas lancer d'anathème contre tel ou tel. Tout ce que j'ai constaté, c'est pour cela que je suis ici, les pays dans le blocage, les pays dans l'impasse. Et voilà, je souhaiterais, parce que vous savez, même ceux qui dénoncent aujourd'hui le fait que la Constitution ne soit pas appliquée aussi, bon. Depuis 2001 ou depuis 2006, après les premières élections dites démocratiques, ils ont été là, monsieur. Oui, mais j'ai l'impression que vous oubliez notre dimension de problème. Lequel? Du fait que le Congo tel qu'il est, tout comme les pays africains, ne sont pas réellement indépendants. Donc quand on fait l'analyse, il faut aussi regarder ce que j'appelle un peu les rapports de force sur le plan international. Parce que vous allez faire la Constitution seule, maintenant compte de vos réalités, sans les autres. Oui, bien sûr. Ça peut s'expliquer quand vous êtes indépendant. Non, non. Mais quand vous dépendez des autres, comment ça va se passer? Mais dites-moi un peu, vous dépendez... Est-ce que cette dépendance, on vous l'impose ou bien
vous-même, vous acceptez qu'on vous impose ça. Monsieur, vous savez, la Corée du Sud d'aujourd'hui, que tout le monde regarde avec l'admiration. En 60, le Congo, votre pays, était plus en avance que la Corée. Pourquoi la Corée, aujourd'hui, construit son pays, son modèle, sa constitution, sans toujours trouver cet élément-là, les puissances extérieures. C'est vrai qu'un pays comme la RDC, ça il faut le dire, le pays comme la RDC, c'est un enjeu important. Ça il ne faut pas. Notre position géographique, notre patrimoine, ce sont des réalités qui attisent des convoitises, certes. Mais s'ils trouvent en nous cette faiblesse, cette incapacité nous-mêmes à propulser les pays, bien entendu, que ces puissances, ces rapports de force s'exercent. Mais il y a des pays africains qui aujourd'hui vivent, je prends des pays, les Maroc et consorts ont été aussi des colonies, enfin, à des degrés différents certes, mais il y a des pays qui s'en sortent. Nous avons trop l'excuse des puissances, l'excuse des forces extérieures. Ça existe, je ne nie pas. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, si les Congolais veulent faire, élaborer aujourd'hui une constitution, il y aura des puissances extérieures qui viendront nous dire « ne faites pas une telle constitution ». J'aimerais voir ça. Vous-même, vous avez été incapable de rédiger une constitution. Parce que cette constitution, monsieur, ce n'est pas l'œuvre des Congolais. Si vous étiez... Quand on pallie à vos insuffisances, je prends l'exemple, là, regardez, aujourd'hui, nous avons un problème avec les dialogues. Vous êtes incapable vous-même de coordonner, de faciliter, de coordonner votre dialogue. Et je vous attends demander une coordination, une implication extérieure. Mais c'est parce que vous démontrez que vous en êtes incapable. Prenez en Afrique, là, au Congo-Brazzaville, ici ou ailleurs, les gens ont fait, quoi qu'on dise, les gens ont fait leur dialogue, leurs problèmes, mais je n'ai pas vu à Brazza un facilitateur extérieur. Hein. Mais ce sont les Congolais qui demandent. Mais oui, ça démontre votre incapacité. L'intelligence commence d'abord à reconnaître ses insuffisances. Et moi, je suis venu au Congo cette fois pour proposer autre chose. Ce que j'appelle la géroncia. Les conseils des anciens. Nos anciens sont là encore vivants. Ils doivent nous aider à faciliter ces dialogues, à aller dans ces dialogues, à coordonner les dialogues. Parce que notre politique, la question de l'impasse politique, c'est une question purement nationale. Je ne vois pas pourquoi on fera recours à des facilitateurs extérieurs qui ignorent, qui ne connaissent pas nos réalités, messieurs. Mais ce qui est dramatique, c'est voir que même les anciens sur qui vous comptez sont passés ailleurs pour demander la médiation étrangère. Non, mais pas du tout. Mais attendez, vous savez, ce n'est pas parce qu'un ancien demande la médiation étrangère que vous allez généraliser les anciens. Bon, la démarche que j'ai faite là n'est pas encore officielle. C'est la démarche d'un homme. Nous allons consulter ces anciens-là. Et je pense qu'ils vont sortir de leur torpeur pour nous aider à aller de l'avant. Bon, c'est vrai, je ne vous cache pas, je déplore. J'ai beaucoup déploré lorsque on va là demander, oui, nous avons besoin d'une facilitation extérieure. Ça dit que les Congolais ne peuvent pas parler aux Congolais. Les Congolais ne peuvent pas prendre l'initiative d'un dialogue national pour répondre, pour résoudre des véritables questions nationales. Ça, c'est de l'incapacité. Vous savez, monsieur, je suis un peu choqué de voir cette manque de confiance que nous avons des uns et des autres. Je ne sais pas si c'est de quel héritage, où on trouve que c'est toujours ce qui a été fait par l'étranger est bien. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Depuis avec les régimes 1+4, là vous avez vu tout ce que nous avons eu comme facilitateur, hein. Vous le savez, ça démontre quoi? Ça démontre que l'immaturité des Congolais. Disons pour les Congolais, pas des Congolais. Je suis en train, ici là, je parle des acteurs, monsieur. Je ne parle pas du peuple congolais. Hein? Et je ne vous cache pas, vous avez fait appel à les Congolais qui sont allés demander la facilitation extérieure. Je l'ai condamné fermement. J'ai trouvé ça infantilisant. Infantilisant. Nous avons nos... Je vous donne un exemple, monsieur. Il y a 5 ans, la Belgique était dans l'impasse politique. 540 jours sans gouvernement. Bon, le pays a fonctionné grâce à son administration. Mais le roi des Belges
n'a pas sollicité un Européen, ni un Hollandais, ou moins un Congolais, pour faire la facilitation entre la classe politique belge pour dégager un gouvernement. On n'a pas besoin de vous, Congolais, pour faciliter le dialogue entre les Belges. Mais vous, vous êtes esclaves. Toujours vous montrez votre insuffisance. Toujours vous montrez vos incapacités. Et comment voulez-vous qu'on vous accorde même du crédit? Monsieur, dans notre culture, quand il y a un problème dans la famille, on appelle les grands-parents, les oncles, avant d'aller voir les voisins. Vous avez oublié cette partie de notre culture. Vous avez tout hypothéqué. Et ça me fait même mal. C'est pour cela, moi, je suis venu relancer ces dialogues en faisant appel à nos anciens. Ils connaissent nos problèmes. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais ces anciens-là ont fait aussi des problèmes, ils ont mal géré à l'époque. Mais M. Kaboyi, c'est lui qui n'a pas fauté au Congo qui jette la pierre. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président.